François. Je sais où il crèche. Dis-moi. On va se le faire. Hein, ce petit cuistot là. Qui se tape l'incruste dans nos vidéos. Qui connaît rien au cinéma. Ton piston, on va en faire une fricassée. Ouais, une fricassée. Avec ses vidéos de John Carpenter. Hein. On va le couper au montage comme on coupe du jambon. Est-ce que quelqu'un en a encore quelque chose à foutre de John Carpenter? Connard. Les pistons du ciné, plus personne. On a rien à foutre. On l'appellerait peut-être le connard du ciné. Moi je te dis, on va le bouffer. Ça va chier. Ouais. Ça va chier grave. Piston! Salaud! Après 5 années de dur labeur pour son film d'étudiant, est contraint de se rendre à l'évidence que son film, Dark Star, ne fonctionnera pas tant que ça sur le territoire américain. John Carpenter récupère un agent et décide d'écrire pour la télévision et le cinéma. Plusieurs de ses scénarios seront adaptés, par exemple El Diablo, western sage rendant hommage à plusieurs cinéastes du genre tels que Howard Hawks, John Sturge, John Ford, Robert Aldrich, un autre film nommé Zuma Beach, petit film à la Grindhouse avec Suzanne Somers en bikini, et bien sûr un scénario tremplin pour le film dont nous allons parler plus tard. Les yeux de Laura Mars, scénario remanié maintes fois, mais qui au final se retrouve en crédit avec John Carpenter. Le film est racheté par Barbra Streisand, oui, on parle bien de la maman Furniquée, mais échappe donc aux envies de Jack Harris et John Carpenter, qui s'efforcent de mettre en chantier un authentique western inspiré de son maître de toujours, Howard Hawks, réalisateur de La Rivière Rouge et du cultissime Rio Bravo. Même si aujourd'hui je prends plus mon pied sur un Sergio Leone. Hein. Ça avait de la gueule. Je suis le cuistot du ciné et je vais tenter de vous servir un plat savoureux, celui de Assaut de John Carpenter. Première mission pour le lieutenant Bishop. Il est chargé de surveiller un commissariat en cours de déménagement. Pendant ce temps-là, un convoi de prisonniers entreprend un transfert pour de futurs condamnés à mort. À leur bord, l'ennemi public numéro 1, Napoléon Wilson, un père de famille, décide de se venger de l'assassinat de sa fille en pleine rue par des malfrats. Le reste du gang décide de le poursuivre. Il trouve refuge au commissariat avec Bishop le flic, Wilson le condamné et 2 gentilles filles. Bien évidemment, à la direction artistique, on retrouve Tommy Lee Wallace, un des collègues de l'USC de Carpenter. Au montage, JC lui-même, sous le pseudo du héros de Rio Bravo, John T. Chance, interprété par John Wayne. Et à la musique, John Carpenter également. Il emprunte le format 2.35.1. Dans un cinéma, l'écran est proportionnel au 2.35 à 1, ce qui signifie que la longueur de celui-ci est plus grande que la hauteur. Donc, si l'écran est au 2,35, l'image du film remplira entièrement la surface de diffusion. L'écran sera totalement couvert par l'image, autrement dit, le cinémascope, signe des plus grands réalisateurs. Eastwood, Leone, Christopher Nolan, Guillaume fait son cinéma. Le film sera budgété sur la somme de $100 000, soit déjà 2 fois plus que son précédent film et aura malheureusement le même succès. Autrement dit, un semi-échec, mais il sera rattrapé en Europe par son engouement des intellos de l'autre côté de l'Atlantique. Clairement, oui, c'est intrusif. C'est un cinéma mercantile, manichéen, qui fait ressortir une certaine violence, une approche de la violence au sein de notre société
naïveté, qui veut rendre une métaphore propre à son déni, à son propre pays, concernant les sociétés urbaines, tout ce qui est... Mais ferme-la! C'est un film, bordel! Regarde les images et ressens! Tu t'exprimeras après sur les réseaux sociaux afin de t'auto-congratuler. Mais putain, mais retourne à Télérama! Oh, je me casse, tu m'as fait... Oh, le lourdingue! D'accord. Bon, on va se faire la recette et puis on va goûter le plat. C'est parti. Le plat. Ok, donc on va commencer par 2 grammes de Tommy Lee Wallace. Alors, hop, 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 comme ça, voilà. Ça, c'est bon, ça. Ah oui, ma chère, comment on fait maintenant? Une pincée de Rio Bravo. Comme ça, dans la technique. Hein. Un bol de nouveau format Panavision. Je vais le goûter avant. Ah, ça goûte chiotte, ça. Ça m'étonne pas, c'est mini. C'est parti, on verse comme ça, un petit bol. Ah. Une cuillère à café de suspense. Vous la voyez ici. Et c'est parti, mon kiki. On le sauve au doux en remuant de temps en temps. Voilà. On ajoute les 100 000 $ de CKK. Blague de WC. CKK, c'est la boîte de prod. Hein. Enfin, on goûte. Eh ben, je vais vous donner mon avis sur ce plat. C'est parti. Le film est à recontextualiser. Nous sommes en 1976. Les histoires de cette époque ainsi que leurs personnages sont ambivalents, torturés, mais on redonne de l'espoir pour certains. Le western se meurt, Peckinpah, Leone et Eastwood en proposent d'autres prismes et personne ne pourra les surpasser. John Carpenter se contrefiche de tout ce move au sein du nouvel Hollywood et contrairement à ce qu'on peut dire, il dessine son film comme un classique du vieil Hollywood de l'âge d'or des westerns par exemple. Les décors évoquent Alamo, d'ailleurs le script original se nommait The Anderson Alamo, référence aussi au lieu d'Anderson où se situe l'action. 8 ans auparavant, un certain George Romero secoue le monde du cinoche avec La Nuit des Morts Vivants. Carpenter s'en inspire grandement avec cette horde de gangs qui s'attaque au commissariat en restant muet et mobile. Je dois être honnête avec vous, j'ai vu ce film 4 fois dans ma vie et la première fut une véritable déception car je m'attendais à des situations beaucoup plus envolées, beaucoup plus blockbusteriennes comme on peut dire aujourd'hui dans le jargon. Mais à mon revisionnage aujourd'hui, je reconsidère énormément le métrage. Il y a plusieurs scènes iconiques qui m'ont même donné envie de réaliser l'intro de cette vidéo. Bon, bien sûr, je ne la ferai pas, parce qu'il aurait fallu que je fasse tourner ma fille. Mais attention, spoiler. On va passer à la partie spoiler, c'est-à-dire un chapitre qui s'appelle « Le plan de travail ». Et oui, c'est là où je fais ma cuisine. Le plan de travail. Il est là, tu vois. Il est là. C'est parti. Le jeté du fusil à pompe entre Bishop et Wilson, le coucher de soleil sur le parking du commissariat, avec le thème minimaliste de Carpenter et le regard de Bishop au loin, le calme avant la tempête, m'évoque une imagerie indélébile dans mon petit cervelet. Celle des héros de western regardant les paysages désertiques de l'Ouest avec mélancolie ou envie de conquête. Les scènes cultes se succèdent, le rythme lent du film exerce un effet de tension plus palpable qu'au premier visionnage, la tenue classique du film et son montage sec et propre rendent une image remplie de netteté, le film semble être une œuvre intemporelle, tellement le sujet est encore d'actualité. Les rôles féminins sont bien présents et celui de l'actrice Laurie Zimmer, rien à voir avec le compositeur, est un partage entre la pudeur et l'héroïsme. Froide, impassible, mais charmée par le malfrat Napoléon Wilson, elle le sauve, se salit les mains et finit même par se retrouver au centre d'un tableau en fin de siège. Bref, un chef-d'œuvre à mes yeux, il a fallu plusieurs fois que je le remate, donc je vous conseille, vous, si vous avez vu des films qui vous ont un petit peu laissé pantois, et quand je dis ça, ne le faites pas, regardez, d'accord ? Et donc après cette petite critique un peu savoureuse, on va passer au dessert. C'est parti pour le flan. Sachez que le producteur Stein Kaplan
ou Stein Kaplan, comme vous préférez, a demandé à John Carpenter de retourner des scènes pour accrocher le public au début du film. Pourquoi ? Parce qu'il semblait que le film lui paraissait quand même assez long au niveau de la narration. Il y a une lenteur tout le long du film qu'on peut ressentir. Et donc, on a droit, spoiler alerte, à le début de la scène où tu as des malfrats qui se font tirer dessus par des flics dont on ne voit pas le visage. Freeze! This is the police! La musique, et oui, la musique, elle est composée, bon, vous le savez, par John Carpenter, réorchestrée avec Alan Howarth. Les deux, en fait, étaient dans un studio, et c'est Carpenter qui arrive avec ses thèmes, et Alan Howarth a réorchestré ça avec toute la machine numérique qu'ils avaient à disposition. Les musiques de Carpenter dans le film sont inspirées directement du titre de Led Zeppelin qui s'appelle The Immigrant Song, qu'on peut écouter d'ailleurs au début. Voilà, c'est rapide parce que j'ai pas envie de me faire striker. Et celle de Dirty Harry, la chiffrée. Je pourrais pas vous faire écouter les deux, donc essayez d'aller chercher sur internet. Et enfin, on notera plusieurs références au cinéma favori de John Carpenter, en clin d'œil dans ses films, et vous le voyez très bien. Donc je vous parlais de John T. Chance tout à l'heure, qui était le personnage de John Wayne dans Rio Bravo. Le film est inspiré lui-même de Rio Bravo. Nous avons également une propre ref à lui-même, c'est-à-dire que le personnage de Bishop met à un moment donné, au début du film, une pancarte pour donner une nouvelle adresse au commissariat. Et ben, sachez que cette adresse appartenait à John Carpenter à l'époque. Donc le mec, il s'est lui-même auto-référencé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, on se donne rendez-vous dans un mois aussi pour la rétrospective John Carpenter et le film La Nuit des Masques. Halloween, si vous préférez. Le premier. Allez, à ciao, bonsoir.